Maintenant, la grande difficulté, ce sera pour un diable d'introduire un phage. Il faut que les pareilles rencontres pour le mettre en cellulaire. Mais ce phage dont il est question, un diable peut se permettre de le tuer et de le nourrir. Quand c'est l'espace qui a posé les lux mais Alex, il fonctionne sur la base de cette donnée. La lumière et sa loi. Reconnu par ses pairs comme le meilleur de sa spécialité, ce sera lui qui sera l'introducteur de ce thème qui nouveau se présente. Il s'agit de son excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, la parole est à vous. Ça va être un mot de salutation, mon cher Kapor, de réaliser mon citoyen de l'histoire, M. Magasin Kamara, M. Suleiman Sek, honorables invités, tous en vos titres, rangs et qualités. Le deuxième mot va être un mot de félicitations et de gratitude. Félicitations, mon cher Kapor, pour avoir initié cette rencontre. Et avant cette rencontre, avoir imaginé et inventé un think tank, esprit républicain. Je voulais vous féliciter aussi de l'avoir rencontré un parti politique. Aujourd'hui, la chose la plus facile dans le pays, c'est créer des partis. Peut-être même au moment où on parle, il y a des gens qui créent des partis. Mais vous avez préféré créer un think tank. Je voulais vraiment vous féliciter. Mais le mot de gratitude, c'est de nous avoir réunis dans une salle avec un public choisi, un public de niveau élevé, et de nous permettre enfin de pouvoir, pendant quelques heures, débattre. Parce que dans notre pays, c'est devenu riche. Maintenant, on ne discute plus, on ne débat plus, on s'insulte. On n'argumente plus. On crie. Donc, nous avons réuni ici pour discuter. Franchement, je voudrais vous dire merci. Mais je dois quand même dire qu'il y a un petit glissement fonctionnel en ce qui me concerne. Parce qu'il était prévu que je sois, je pense, modérateur des débats et que c'est l'excellent professeur Ibrahim Diouf qui devait animer le thème enseignement du processus démocratique sénégalais de 1960 à nos jeunesse. Voilà, mais c'est un bon historien, je suis sûr qu'il l'aurait fait mieux que quiconque. Voilà, mais je pense qu'il a eu quelques contraintes qui l'ont empêché d'être là. Ce qui fait que donc, voilà, je vais faire une sorte de dédoublement fonctionnel. Il y a ses avantages, il y a aussi ses inconvénients. Et donc, voilà, je vais essayer de modérer les débats, mais je vais introduire rapidement le premier thème. Mais je voulais rappeler que le thème général, le thème chapeau, qui est une sorte de continuation, une sorte d'expression plutôt du think tank, c'est démocratie et république au Sénégal, quelle voie de rénovation? Ça, c'est le sujet général, c'est le thème général. Et à l'intérieur de ce thème, nous avons trois sujets qui vont être traités. Le premier par votre modeste serviteur, le deuxième par Moudia Sissé, qui va porter sur le parrainage, et le troisième à connotation plus économique. Je pense qu'on a bien choisi l'animateur qui va porter sur l'intérêt général au cœur des politiques publiques. Je dois dire tout de suite que le thème choisi par le think tank est un thème assez large, je dirais un thème vaste, bateau, j'hésitais à prononcer le mot bateau, qui soulève beaucoup de questions, un thème multidimensionnel et on ne peut pas évidemment épuiser en un après-midi. Mais je pense que nous pourrons introduire quelques questions fondamentales relativement à ce thème.
Je pense aussi que la stratégie ici, c'est au fond d'avoir, parce que c'est une introduction, c'est une conférence inaugurale, c'est d'introduire avec un sujet général et au fur et à mesure de spécifier et de thématiser les conférences. Parce qu'évidemment, celle-ci n'est que la conférence inaugurale et bien d'autres de dessus. Donc, le premier thème que j'ai l'honneur de choisir, enseignement du processus démocratique sénégalais, de 1960 à nos jours, acquis et insuffisance. Encore une fois, c'est un sujet vaste. Je me suis dit, bon, de quoi il faut parler? D'abord, on peut parler de beaucoup de choses. Mais je me suis juste rappelé que Guiragoudjo disait dans le conte d'Amadou Koumba que quand la mémoire va ramasser du bois mort, elle choisit les fagots qui lui plaisent. Je me suis dit, comme le sujet est vaste, et il y a beaucoup de fagots, je vais choisir quelques fagots qui me plaisent. Donc, je vais juste essayer de discuter 2 ou 3 points avant de passer la parole aux autres pour introduire aussi le sujet et avant qu'on ouvre la discussion générale. Donc, je rappelle mon sujet, c'était enseignement du processus démocratique sénégalais de 1960 à nos jours, acquis et insuffisance. Je voudrais commencer par rappeler une phrase qui est dite dans la Constitution du Sénégal depuis 1959. Parce que je voudrais rappeler que notre première constitution au Sénégal n'est pas de 1960, mais de 1959. Parce que le Sénégal a été un État dès 1959. En 60, il devait un État indépendant. Mais dès 1959, on avait un État, c'est-à-dire qu'on avait un gouvernement. On avait une assemblée. D'ailleurs, au Sénégal, on a eu une assemblée avant d'avoir un exécutif, avant d'avoir, par exemple, un président d'ailleurs. Parce qu'on a eu l'assemblée territoriale qui est devenue après l'assemblée législative, avant de devenir assemblée nationale, mais on n'avait pas de président de la République. On a eu un président de la République à partir de 1960. On avait une assemblée, on avait un gouvernement, mais pas un président de la République. Évidemment, parce qu'à l'époque, le président de la communauté française était président au Sénégal. J'aperçois notre cher M. Ribouf, qui vient d'arriver au Sénégal. Je disais donc qu'il y a une formule qui est répétée depuis longtemps, à laquelle on ne fait pas très toujours attention, c'est que le Sénégal est une république laïque, démocratique et sociale. Depuis 1960. À mon avis, il s'agit de mesurer si cette proclamation de principe n'est pas restée une pétition de principe, ou alors si elle est une réalité. Autrement dit, dans l'aventure historique de construction de l'État, de construction d'une république, de construction d'une république démocratique, est-ce qu'au fond, le Sénégal peut se prévaloir de succès? Est-ce qu'on peut dire que c'est un domaine dans lequel on a réussi? Je voulais essayer de répondre à cette question en comparant un peu ce qui se passe au Sénégal avec ce qui se passe en Afrique, mais aussi dans le monde, où on a beaucoup de pays, depuis qu'on a commencé à proclamer les indépendances, à étapes successives, parce que les indépendances, on les a proclamées d'abord au XVIIIe siècle, et notamment les États-Unis d'Amérique, d'autres pays d'Amérique latine au XIXe siècle. Ensuite, en 1960, on a commencé les indépendances des États africains, quelques États asiatiques. Donc, depuis qu'on proclame les indépendances, il y a une sorte de multiplication des États. Au XVIIIe siècle, il y avait peut-être 5-6 États dans le monde. Au XIXe siècle, on a une vingtaine d'États, mais aujourd'hui, on a 200 États dans le monde. Et la plupart donc, de ces États ont opté d'être des républiques, pas tous, parce qu'il n'y a pas aussi de synonyme entre république et démocratique. Bien que beaucoup de pays s'appellent république démocratique, on veut des républiques sans des démocraties. Bien des républiques ne sont pas des démocraties. Et bien des monarchies sont des démocraties. D'ailleurs, bien des monarchies sont plus démocratiques que bien des républiques. Aujourd'hui, quand on prend par exemple le continent américain, c'est vrai, c'est tous des républiques. Quand on prend l'Afrique, c'est tous les États sont des républiques, sauf un, notamment, il y a l'Afrique australe. Mais quand on prend les pays européens, la plupart des pays européens ont opté pour la formule monarchique. L'Espagne, la Grande-Bretagne, etc. Pour autant, ce sont des démocraties, qu'on appelle les monarchies constitutionnelles ou les démocraties ou les monarchies parlementaires. Mais
Quand on compare avec ce qui se fait dans le monde et ce qui se fait en Afrique, est-ce qu'au fond, on peut dire que le Sénégal a vraiment réussi la construction de l'État, la construction de la République, la construction de la démocratie? Ou si on ne veut pas choisir le mot construction, est-ce que la formation, il y a des politiques qui considèrent qu'on ne construit pas l'État, mais l'État se forme. On ne construit pas les politiques, mais les politiques se forment. Mais enfin, quelle soit l'optique, la perspective ou l'angle d'attaque, est-ce qu'au fond, on a eu du succès ou quels enseignements peut-on tirer? J'ai remarqué que dans beaucoup de pays qui ont opté de construire des États, que ce soit des républiques, des monarchies, des démocraties, mais d'abord un État, souvent on se rend compte que dans beaucoup de pays, il y a des difficultés. Dans beaucoup de pays, il y a des problèmes. Et parfois, à des moments historiques où on croit au fond que l'État a fait un progrès et que les choses semblent se stabiliser, tout d'un coup, il y a des problèmes. De telle sorte d'ailleurs que beaucoup de personnes qui réfléchissent sur la démocratie considèrent au fond que la construction de la démocratie ou la construction de l'État, au fond, n'est pas linéaire, et qu'elle c'est même cyclique. Et qu'à tout moment, des retours en arrière sont possibles. Et qu'à tout moment, des reculs sont possibles. Mais quand je regarde ce qui se passe dans notre pays, j'ai l'impression, et quand je compare à d'autres pays, que ce soit en Europe, en Asie, et notamment en Afrique, je me suis dit, je pense qu'on peut avancer sans exagérer l'hypothèse de l'existence d'une infrastructure étatique dans notre pays. Je veux dire, si on considère par exemple qu'aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde, il y a des problèmes de l'existence de l'État. L'État, je ne suis pas encore à l'État démocratique ou non. Vous savez, historiquement, on considère qu'il faut créer l'État avant d'accueillir l'État de droit. Et qu'il est souvent difficile de faire les deux en même temps. Mais si on considère déjà l'État, on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de pays dans le monde sont frappés par ce qu'on appelle la fragilité étatique. De telle sorte qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est devenu une thématique dominante de la science politique. La fragilité étatique. Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, beaucoup de pays qui s'appellent États dans le monde ne sont pas en réalité des États au sens le plus vrai, au sens le plus pur du terme. Mais je pense qu'ici, on peut avancer l'hypothèse de l'existence d'une infrastructure étatique. Je pense aussi qu'il y a dans notre pays une infrastructure constitutionnelle. Et je pense qu'il y a aussi une infrastructure démocratique. Et quand je dis infrastructure, je suis simplement en train d'insister sur le fait, c'est que d'abord, il y a un ancrage historique de ces phénomènes dans le pays, un ancrage historique, une solidité, une constante de ces phénomènes. Si on prend par exemple le cas de l'État, pourquoi je voulais avancer ici l'idée de l'existence d'une infrastructure étatique? Quand on regarde beaucoup de pays en Afrique, on se pose des questions parfois sur l'existence de l'État. Tellement l'État est traversé par des clivages ethniques, régionaux, confessionnels. Mais sans exagérer, je pense que dans notre pays, on peut constater qu'on a réussi quelque chose qui est fondamental, c'est le contrat social sénégalais. J'emploie ici le terme de Donald Christophe qui parlait du succès du contrat social sénégalais. Autrement dit, dans notre pays, on ne peut pas considérer que l'État est traversé par des clivages primaires, par des clivages comme l'ethnie, par des clivages comme la confession, par des clivages comme la région. On peut considérer que le pays a su construire une nation. Et que avancer la thèse de l'existence d'une nation sénégalaise est une thèse réaliste aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas de division ou de problèmes qui affectent beaucoup d'États en Afrique, mais pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Il y a l'existence d'un État-nation. Deuxièmement, je pense que le joue relativement à l'État et qui fait qu'on parle d'infrastructure étatique, ça veut dire qu'on ne peut pas l'ébranler parce qu'il y a une crise, comme dans beaucoup de pays où lorsqu'il y a une crise, l'État est affecté. Il y a le succès de l'institutionnalisation de l'État. Parce que l'État, ce n'est pas seulement une population qui vit sur un territoire sur lequel s'exerce un pouvoir politique, comme on l'enseigne aussi aux étudiants de sociologie politique et de droit. Non. La réussite de l'État dépend aussi du succès de l'institutionnalisation des pays dans lesquels on a pu construire un État. Et il y a quelques indicateurs. L'État est-il séculaire? Dans notre pays, on a pu réussir l'existence d'un État séculaire.
Malgré le fait d'ailleurs que nous soyons dans un pays pauvre et dans un pays qui essaie d'organiser une cohabitation harmonieuse entre l'État et les communautés confessionnelles, pas seulement musulmanes d'ailleurs, un État séculaire. On a pu, je pense aussi, avoir dans notre pays un État neutre. La neutralité étatique ne va pas toujours de soi. Dans beaucoup de pays, par exemple, on tient compte des ethnies, on tient compte de la région, dans la répartition des postes. On peut multiplier des exemples à loisir pour montrer que dans beaucoup de pays, par exemple, l'État, l'armée de l'État est dominée par telle ethnie pour des raisons stratégiques, etc. Mais ici, on a un État neutre, les illustrations peuvent être multipliées. On a un État continu. Un État continu, ça veut dire qu'on a réussi aussi dans notre pays ce qu'il appellerait les passages de relais. C'est-à-dire qu'il y a des pays où, parce que l'infrastructure étatique n'existe pas ou bien est fragile, les passages de témoins, les passages de relais, parce que bon, la biologie, mon chef d'État, même s'il est fort, il y a un moment, même s'il ne veut pas quitter, c'est la biologie qui le pousse à quitter. Et il y a beaucoup de pays où les passages de témoins, les passages de relais entraînent des crises, voire des remises en cause. On a même vu des États qui ont disparu dans le monde, ou bien qui se sont scindés dans plusieurs autres États, parce qu'on n'a pas pu gérer la continuité de l'État. Ici, la continuité de l'État a pu être gérée. Le caractère missionnaire de l'État aussi a pu être géré dans notre pays. Le caractère régalien, parce qu'on le sait depuis Norbert Elias, que l'une des vocations de l'État, c'est aussi de protéger d'abord son territoire. C'est pour ça d'ailleurs que l'État a été accepté, finalement, de protéger le territoire. Et là aussi, je pense que, sans exagérer, on peut considérer qu'on a réussi cette mission de sécurisation de notre territoire. Quand on regarde avec ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde, en réalité. Quand on regarde d'ailleurs ce qui se passe autour de nous, aujourd'hui d'ailleurs notre pays est considéré comme un sanctuaire, en réalité, par les spécialistes de la sécurité. Donc je pense que le pari de la construction de l'État a été plus ou moins réussi. Et que donc on peut parler de l'existence d'une infrastructure étatique. Mais je disais tout à l'heure qu'il faut avoir l'État avant d'y accueillir l'État droit. En tout cas, le processus de formation de l'État s'est fait un peu partout, comme ça, en Europe notamment, et en Amérique. Outre l'existence de l'État, je pense aussi qu'on a ce que j'appellerais une infrastructure constitutionnelle. Pourquoi j'ai dit infrastructure constitutionnelle? Parce que dans beaucoup de pays, les schémas constitutionnels qui existent, les arrangements constitutionnels qu'on a, sont souvent des arrangements constitutionnels qui sont précaires. Qui sont conjoncturels, et qui peuvent être remis en cause soit par des coups d'État, soit par des crises politiques passagères. De telle sorte que oui, ils ont des schémas parfois très beaux, beaucoup plus beaux d'ailleurs que les schémas constitutionnels de notre pays, mais le problème c'est que le schéma est fragile. Et à tout moment, il peut être remis en cause, aller emporté par le plus petit vent politique. Mais ici, on a, je pense, une infrastructure constitutionnelle au Sénégal, ce qui fait d'ailleurs qu'au fond, nous n'avons jamais connu de parenthèse non constitutionnelle. À un moment de l'histoire, on n'a pas eu de constitution. Bien des démocraties de connu, en France, il y a des périodes, beaucoup de périodes d'ailleurs, parenthèse, où on n'a pas eu de constitution, on a eu des gouvernements provisoires, des directoires, etc., etc. Mais ici, la continuité constitutionnelle que nous avons fabriquée dans notre pays est extraordinaire. Même quand on a eu des crises, comme celle de 62, qui était tout de même une crise sérieuse, la continuité constitutionnelle a été gérée. On a fait une loi constitutionnelle qui a géré le passage du régime parlementaire au régime présidentiel sans qu'il y ait une rupture dans le schéma constitutionnel. Donc on a une vraie infrastructure constitutionnelle et je crois que ce que j'appellerais le solde constitutionnel. Bon, voilà. Dans mes réflexions du passé, j'aimais bien distinguer les révisions consolidantes et les révisions déconsolidantes. Et bien des pays en connaissent. Nous-mêmes, nous en connaissons dans notre pays. On a eu à un certain moment de l'histoire, on a des révisions qui ont consolidé notre démocratie. On a eu de temps en temps des révisions qui ont plutôt parfois remis en cause, notamment les principes considérés comme étant des principes démocratiques fondamentaux. Mais lorsqu'on fait le solde, je dirais que le solde apparaît globalement possible. Tant du point de vue quantitatif, si on avait le temps de le montrer, que du point de vue qualitatif. C'est que finalement, voilà, on a fait beaucoup d'opérations, on a fait parfois les allers-retours, mais globalement, le solde constitutionnel reste un solde.
Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'au fond, nous avons vu aussi des choses. Et ça aussi, on n'y fait pas attention. Notamment le programme des âges superficiels. C'est qu'au fond, avec le temps, nous avons pu construire une identité constitutionnelle. Notre identité constitutionnelle, c'est-à-dire l'identité constitutionnelle, qui au fond n'a plus rien à voir avec l'identité constitutionnelle de la France. Autant on était dit au début des indépendances que les élites qui étaient là, que les premiers en France, qui ont été députés en France, membres du gouvernement en France, conseillés par les conseillers juridiques français, liés à la France, vu que tous les schémas constitutionnels français dans ces années, autant aujourd'hui, l'histoire, le processus de sédimentation des principes démocratiques et constitutionnels notamment, montre qu'au fond, maintenant, on a aujourd'hui une identité constitutionnelle. Parce qu'au fond, l'identité constitutionnelle ne se proclame pas, l'identité constitutionnelle ne se décrète pas. L'identité constitutionnelle n'est pas le résultat d'un programme de parti politique comme je l'entends parfois. Non. L'identité constitutionnelle, finalement, c'est le résultat d'un processus historique. L'identité constitutionnelle relève plus en réalité de l'empirique que de l'empirique. Et ici, cette identité constitutionnelle a été empiriquement construite. On comprend le temps, tel que fonctionne aujourd'hui le régime politique sénégalais, pas la même chose que fonctionne le modèle de la théorie des français. Parce que dans le temps, nous avons pu construire une identité constitutionnelle. Donc, infrastructure étatique, à mon avis, qui a permis l'émergence de l'État-nation, infrastructure constitutionnelle, et enfin, j'ai dit aussi infrastructure démocratique. Infrastructure démocratique. Donc, là aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont flamboyants des produits démocratiques. Alors même qu'ils n'ont pas commencé la démocratie dans les années 90, avec ce qu'on a appelé à l'époque les conférences nationales. Mais le problème, c'est que la démocratie qui existe dans ces pays est si infrastructurelle que ça. Et justement, c'est pour ça qu'on voit que dans ces pays, souvent, il y a des crises, soit suite à des processus électoraux, des crises profondes qui peuvent affecter la vie sociale et la vie politique, soit alors c'est des crises qu'on a simplement parce qu'on a changé, on a procédé à un changement de religion. Parfois même des changements qui ne sont pas des changements fondamentaux. Mais ça peut entraîner un peu une fragilisation, voire même d'ailleurs une faillite de l'expérience. Qui ont connu des faillites d'expérience. Et ce n'est pas spécifiquement africain. Moi, on a tendance à croire que c'est africain, mais tous ceux qui ont vu les principes de la science politique savent que la démocratie en France, en Espagne, la démocratie en Grèce, la démocratie dans notre pays, en Angleterre, a connu des avancées et des barrières. L'évolution de la démocratie n'est pas toujours, comme on disait tout à l'heure, linéaire et qu'elle est parfois cyclique. Et qu'un pays peut être un pays démocratique, avoir des pratiques démocratiques conformes aux standards, sans réaliser le statut d'infrastructure démocratique. Ça veut dire qu'on soit arrivé à un point où les principes et les pratiques sont tellement sédimentés qu'on peut considérer, sans trop exagérer, qu'un retour en arrière, ça va être impossible, voire difficile. Et je pense que dans notre pays, on a pu réussir cette infrastructure démocratique. Il y a une sorte de routinisation de la procédure démocratique. Parce que nous n'oublions pas, et ça je viens de l'appeler à nos amis français, je le dis souvent, nous avons organisé l'élection présidentielle du suffrage universel direct en France, au Sénégal, avant de l'organiser en France. Parce qu'en France, c'est vrai qu'ils ont eu une expérience de l'élection présidentielle de 1948, tout le monde sait qu'elle a mal tourné avec Napoléon. Mais en dehors de ça, les Français ont organisé le premier présidentiel en 1965. Et je le dis, au Sénégal, on a organisé notre premier présidentiel en 1963. Voilà. Aujourd'hui, on est à 10 présidentielles organisées dans le temps. Il n'y a jamais eu de rupture, il n'y a jamais eu de parenthèse ou de report de l'élection présidentielle. On n'a jamais reporté l'élection présidentielle, législative et locale. Donc, je dis, la régularité est impressionnante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va organiser notre 11e présidentielle avant les Français qui vont la tenir dans 3 ou 4 ans. Voilà. Et donc, quand on parle de démocratie au Sénégal, et encore, ici, je date le phénomène électoral de l'indépendance, mais tout le monde, sans être historien, sait bien que
l'implémentation de la procédure démocratique est antérieure à l'État au Sénégal. Ici, on a commencé à pratiquer l'élection. Dans notre pays, la démocratie est même antérieure à l'État. Oui, c'est pas que la démocratie, hein, dans notre pays, par exemple, la municipalisation est antérieure à l'État. On a eu les 4 communes et d'autres communes qui ont suivi avant l'émergence de l'État. Et justement, quand on prend donc les élections, c'est la même chose. Donc, il y a une sorte de routinisation de la procédure démocratique, routinisation de la démocratie formelle, réussite des transitions, des passages de relais. On a réussi. Même si parfois on a critiqué, quand Senghor a préféré par prudence et par précaution donner le pouvoir à Abdou Diouf avant qu'on organise une élection. Certains avaient dit à l'époque que voilà, c'est une dévolution monarchique, pourquoi le président lui-même choisit son successeur, mais au fond, dans le monde, notamment en Afrique et dans le tiers-monde, ce qu'on appelait à l'époque tiers-monde, maintenant on ne dit plus tiers-monde, mais comme on disait à l'époque, dans le tiers-monde, certains avaient considéré que c'était un bel exemple de succession politique, parce que ça a pu préserver le Sénégal d'une tension, d'une crise politique. Donc je pense que l'infrastructure démocratique aussi, en réalité, les illustrations sont nombreuses, réussite des transitions, réussite des passages de relais, parfois sous la forme d'alternance, parfois pas. Et voilà, donc je pense qu'ici, on peut sans nul doute considérer aussi qu'on a réussi l'infrastructure démocratique. Et la démocratie qui a été jusque-là formelle devient de plus en plus dans notre pays, ce n'est pas une nouveauté, mais devient de plus en plus dans notre pays, à mon avis. Tout à l'heure, M. Mayacine Camara pourra y revenir, non pas seulement une démocratie formelle, mais aussi une démocratie substantielle. Où au fond, l'État cherche à promouvoir les droits civiques et politiques, mais l'État de plus en plus a aussi pour préoccupation de prendre en charge ce qu'on appelle les droits économiques et sociaux, avec toutes les proclamations politiques fortes qu'on a dans le PSE, avec les politiques sociales que nous avons notamment en termes de couverture maladie universelle, de bourse, etc., etc. Et que l'État, la démocratie, devient aussi de plus en plus substantielle dans notre pays. Et je voulais terminer donc pour dire que dans cette perspective, à mon avis, voilà, il y a certes des insuffisances, certainement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que souvent, on peut se tromper sur l'identification des insuffisances. À mon avis, et c'est pour moi l'intérêt d'avoir un think tank, c'est de dire au fond, qu'est-ce qui peut être considéré de façon objective, quand on est dans une perspective de neutralité politique et même axiologique, qu'est-ce qui est réellement comme insuffisance? Mais pas l'instrumentalisation de supposées insuffisances. Des choses qu'on veut juste voilà, présenter comme ça à des fins politiques, voilà, ou bien à des fins qui ne répondent pas souvent à l'honnêteté intellectuelle. Et à mon avis, au fond, quand on réfléchit en tout cas sur la démocratie, je ne réfléchis pas sur les systèmes économiques, des gens beaucoup plus compétents que moi, comme Ira Bessel, qui peuvent réfléchir sur les questions économiques, moi je réfléchis juste à la structure politique. Voilà. Mais parfois, on peut dire qu'il y a des insuffisances, mais quelles sont les insuffisances? Mais quand on regarde la carte des insuffisances, telle que dressée par ceux qui prétendent réfléchir sur le phénomène, je dis non, attention, il y a à mon avis de faux problèmes. Beaucoup de faux problèmes. Par exemple, j'entends souvent des gens faire des propositions pour réformer les institutions. Mais j'ai dit, mais attention, pour réformer les institutions, il faut d'abord identifier de façon rigoureuse les besoins que nous avons. On ne peut pas se réveiller et dire, bon, moi je considère que, je ne sais pas moi, il faut réduire le mandat du président de la République. Par exemple, si vous dites même vous réduisez le mandat, voilà un exemple. Je propose 5 ans, mais d'autres peuvent vous dire, moi je veux 7 ans. Pourquoi 5 ans? Non, pas 7 ans c'est trop long. Mais oui, non, 5 ans c'est trop court. Donc je dis, vous êtes dans le jugement des valeurs et ça ne présente pas de pertinence fondamentale. Dire qu'on va avoir un mandat de 4 ans, un mandat de 5 ans, un mandat de 6 ans ou un mandat de 7 ans. C'est des fausses pistes en réalité. Et qu'au fond, il n'est pas toujours aisé d'identifier nos besoins institutionnels. Et parce qu'il n'est pas souvent facile d'identifier nos besoins institutionnels, parce que parfois quand il y a des problèmes qu'on doit imputer au comportement, on les impute au texte, et souvent donc la solution qu'on donne est une fausse solution. Parce qu'on croit que c'est le texte qui pose problème, on veut réécrire le texte ou le réformer, alors que c'est la pratique qui pose problème. Et ce qui fait que c'est difficile, c'est quoi? C'est que justement, et je reviens en arrière, c'est que quand vous avez pu réussir globalement une infrastructure démocratique, une infrastructure étatique, une infrastructure constitutionnelle, après la marge de manœuvre est réduite pour faire de vrais changements. Pourquoi? Parce que vous avez pu avoir les fondamentaux. Et après, vous allez voir qu'au fond, le problème que vous avez ne se situe pas au plan normatif. Le problème va se situer au niveau des attitudes. Ce qui est plus sérieux, évidemment.
Parce que quand vous interrogez les attitudes, après vous êtes dans la sociologie, vous êtes dans la culture, etc. Et donc, finalement, à mon avis, j'entends beaucoup de propositions de réformes institutionnelles qui ne me paraissent pas toujours pertinentes ou qui me paraissent discutables. J'entends par exemple des gens dire, oui, pour la justice, nous, ce que nous voulons, c'est que le président de la République ne soit plus président du Conseil supérieur de la magistrature. Et après, ben, s'il n'est plus président du Conseil supérieur de la magistrature, et si au niveau de la magistrature, il y a des blocages, et que les magistrats s'emparent de tout le pouvoir, on fait comment? On fait comment? On a des cas en Afrique où des pays ont fait l'option de dire, Monsieur le Président, vous sortez du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le ministre de la Justice, vous sortez, et puis, blocage. Ça ne fonctionne plus. Plus de réunion. La justice est bloquée dans le pays. Beaucoup de pays. Aujourd'hui, malheureusement, quand j'étais professeur d'université, je peux citer les pays. Aujourd'hui, je suis dans le membre du gouvernement, je ne peux plus citer les pays pour les stigmatiser. C'est courant. Et donc, aujourd'hui, dire, oui, il faut, je ne sais pas quoi, rompre le lien ombilical, d'autres vous disent non. Moi, je ne sais pas pourquoi rompre le lien ombilical, parce qu'il y a des inconvénients. Je ne le fais pas. Je préfère garder, conserver le système qui nous a jusqu'ici préservé des crises, qui nous a mis à l'origine des crises, et voir dans quelle mesure l'améliorer. Je ne remets pas en cause tout, surtout que bon, le système, quel problème fondamental, il nous a vraiment créé. Donc, je suis simplement en train de dire, non pas que les réformes institutionnelles ne sont pas pertinentes, non pas que les réformes institutionnelles ne sont pas nécessaires, mais je suis en train de dire qu'il y a une sorte de relativité dans la formulation des réformes institutionnelles. Relativité. Je voyais un professeur qui écrivait que pour lui, il faut un mandat. Et moi, je lui disais, attention, il faut éviter le genre de débat où, au charretier, au citoyen ordinaire, pour vous dire, non, moi, je suis pour le mandat. Vous lui dites, non, moi, je suis pour un mandat, parce que s'il y a un deuxième mandat, le président est tenté de faire la politique pour un deuxième mandat, mais il vous dit, sans être un professeur, sans être un sachant, un expert, il vous dit, non, pour moi, un mandat, c'est pas moi, parce qu'il faut permettre au président de continuer ce qu'il a fait avec le premier mandat. Vous êtes coincé. C'est argument contre argument. Donc il y a une sorte de relativité et finalement de futilité du débat lorsqu'il est formulé comme ça. Parce que vous opposez des trucs, vous dites qu'il y a des avantages, vous dites ouais, ok, il y a des inconvénients aussi. Faisons la balance des avantages et des inconvénients, et puis après, chacun se contentera de son modèle. Et donc il y a une sorte de relativité des modèles institutionnels. Et donc finalement, les bonnes solutions ne sortent pas de l'antenne. Les bonnes solutions ne descendent pas du ciel. Mais les bonnes solutions, au fond, résultent du processus historique, de construction empirique, encore une fois. Et donc, voilà, je pense qu'il y a, si on doit s'interroger aux insuffisances, beaucoup de fausses pistes, beaucoup de faux problèmes, beaucoup de fausses perspectives. C'est comme quand j'entends aujourd'hui les débats conjoncturels sur la querelle électorale, disant qu'il y a un problème fondamental dans le système électoral. Je dis, ben voilà, un système qui a quand même cinquantenaire, un système qui a produit des alternances, un système qui marche, au fond, est-ce qu'on peut, honnêtement, mais vraiment sans parti politique, considérer que ce système affecté d'une crise? Certainement pas. Et parfois, il y a un paradoxe, c'est qu'au moment où les élus discutent, parfois les citoyens ordinaires sont plus en avance. Parce qu'ils considèrent que c'est un débat qui ne les concerne pas, qui ne les intéresse pas. Mais eux, ils ont la conscience qu'avec leur carte d'électeur, et au regard de leur histoire, ils savent bien que l'histoire les a dotés de capacité de changer de gouvernement. Et ils l'ont éprouvé. Et voilà pourquoi quand on veut les entraîner parfois dans des débats dont ils ne sont pas tellement convaincus, ils ne répondent pas. Et c'est ça, vraiment, ce qui est la déception des élites, qui se retrouvent même parfois à insulter le peuple. On ne comprend pas ce peuple, pourquoi cette inertie? C'est parce que le peuple a très bien compris en réalité. Au fond, on l'a vécu notamment lorsqu'on faisait le parrainage. Les gens disaient pourquoi les gens ne sortent pas pour faire le parrainage. Évidemment, les gens avaient compris qu'il n'y avait pas de problème fondamental. Et j'aime bien la formule d'Ibrahim Essène que je cite souvent et que je cite en sa présence. Quand on a dit, quand les gens ont voulu comparer le 23 juin au 19 avril, il a dit le 23 juin, c'est l'avenir de la démocratie qui était en jeu au Sénégal. Le 19 avril, c'est l'avenir de quelques politiciens qui est en jeu. Il a raison. Et ça, lui, il a très bien dit, mais le peuple, lui, le comprend en réalité. Et parce qu'il le comprend, on le remarque dans son attitude. Et après, les gens sont déçus que le peuple n'adopte pas l'attitude qu'ils attendaient. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que donc, voilà, je pense aussi que cette problématique électorale qu'on soulève, en réalité, n'en est pas vraiment une. Et donc, pour moi, il y a peut-être lieu de s'adresser, et ça va être mon dernier mot, mais surtout la dernière minute, c'est finalement le vrai défi, quoi, le vrai défi. Je dis, la réflexion ouverte. Chacun peut donner son point de vue.
Mais à mon avis, le défi substantiel que nous avons, c'est un défi de consolidation. Pour moi, encore une fois, je reviens à mon paradigme des infrastructures. L'infrastructure est là, dans le pays. Il y a des indicateurs sophistiqués, mais il y a des indicateurs très empiriques. Voilà, c'est la paix sociale que nous avons. C'est le fait que nous n'avons jamais commis de coup d'État, contrairement à beaucoup de pays démocratiques qui, dans leur histoire, en ont connu. Voilà, c'est cette harmonie ethnico-confessionnelle que nous avons dans le pays, etc., etc. On peut multiplier les exemples à loisir. De telle sorte que, pour moi, le défi, c'est un défi. Non pas de réinvention, comme je l'entends. Les gens qui veulent tout réinventer en disant, depuis 1960 à nos jours, ceux qui ont gouverné le pays n'ont rien fait. C'est trop facile. C'est trop facile et c'est faux. Du point de vue scientifique et du point de vue simplement éthique. On ne peut pas dire que tous ceux qui ont été là depuis l'indépendance sont nuls et qu'ils n'ont rien fait, ils comprennent rien et que maintenant c'est nous qui sommes les plus forts. Non, pas du tout. C'est un processus historique. Et aujourd'hui, chaque président, chaque gouvernement, mais au-delà du président et des gouvernements, ceux qui ont été des universitaires, ceux qui ont été des fonctionnaires, chacun a été un homme de son temps, une femme de son temps, et a apporté sa contribution, je pense. Donc, à mon avis, le vrai défi, à mon avis, c'est simplement le défi de la consolidation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une identité, encore une fois, consciente dans notre pays. C'est qu'on a forgé un régime politique, moi, que j'appellerais la démocratie présidentielle. La démocratie présidentielle, c'est quoi? C'est qu'on a maintenant dans notre pays un régime politique. On a convenu d'élire le président au suffrage universel direct. Je n'ai entendu aucun candidat remettre ça en cause, en disant qu'il n'y aura plus d'élection du président de la République au suffrage universel direct. Et dès lors que le président de la République est au suffrage universel direct, il y a ce que j'appellerais des prérogatives incompressibles qu'il doit avoir. Incompressible. Bon, mais là, on peut dire, bon, il ne faut pas qu'il ait trop de pouvoir, d'accord. Souvent, quand les gens disent le président a trop de pouvoir, je dis, donnez-moi des exemples. J'aimais bien faire ça d'ailleurs avec les étudiants. Ils me disaient, Michel, le président a trop de pouvoir. Je disais, donnez-moi des exemples de trop de pouvoir. Après, ils étaient coincés. Ils me disaient, oui, mais il détermine la politique de la nation. J'ai dit, ben oui, parce que c'est lui qui est élu. Il détermine la politique de la nation. Vous pouvez pas. Ils l'ont aux emplois civils. J'ai dit, ben comme le président français, quoi d'autre? Quel pouvoir il a? C'est pas lui qui fait les lois. La Constitution de l'Assemblée nationale vote seule la loi. C'est pas lui qui fait quoi d'autre? Quel pouvoir? Et après, ils étaient coincés. Je leur disais, mais vous n'avez pas tort. Parce que le périmètre de ses pouvoirs réels n'est pas le périmètre constitutionnel. La Constitution ne lui donne aucune prérogative exorbitante du droit commun. C'est le jeu politique et le jeu social qui lui donnent des prérogatives qui ne sont pas constitutionnelles. Quand par exemple tout le monde sollicite son arbitrage, ce n'est pas constitutionnel, pas du tout. Et donc voilà, moi je pense qu'on a un régime qui est une sorte de démocratie présidentielle qui se sédimente. Évidemment, vous voyez toujours des gens faire des propositions parfois très fantaisistes. Et il est montré en sciences politiques que plus on est éloigné du pouvoir, moins on a des chances de conquérir le pouvoir, plus les propositions des réformes qu'on fait sont radicales. Par exemple, pour ceux qui s'intéressent au jeu politique français, les propositions les plus radicales, c'est l'extrême gauche. Le pouvoir, parce que l'extrême gauche, c'est qu'il ne voudra jamais le pouvoir. Donc on va faire des propositions en disant, oui, bon, voilà, on va réduire le Parlement. Le Parlement, désormais, il n'y aura que 100 députés, parce que 500, c'est trop. Voilà. Le président n'aura plus de pouvoir. On va supprimer les fonds du président. Parce que l'extrême gauche, c'est qu'elle n'arrivera jamais au pouvoir. Mais les partis de gouvernement, comme on dit, ou les partis qui ont des chances de gouvernement, ça vient qu'il faut plutôt faire des propositions réalistes. Parce que sinon, le problème, c'est quoi? Vous pouvez être rattrapé. Parce que vous arrivez au pouvoir et vous voyez qu'il vous faut quand même une part incompressible de pouvoir qu'il faut avoir. Et donc voilà, moi je pense que le défi qu'on a, c'est un défi de consolidation. Et donc, on peut, je le pense, après inventaire, procéder, il est vrai, à quelques ajustements qui peuvent paraître nécessaires. Mais à mon avis, l'idée d'une transformation fondamentale de notre système politique, parce qu'il y aurait des pathologies, à mon avis, ça me semble relever d'une grande illusion. Et donc, je pense que les défis, c'est ça, à mon avis, inventaire, ajustement nécessaire, mais surtout, et ce sera mon dernier mot, à mon avis, il y a un impératif de modernisation de la politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un régime politique, un système, mais vous avez aussi la façon dont la politique se fait dans le pays. Vaste chantier, évidemment, que celui de l'assainissement. Mais ça, on l'a commencé quand même. À mon avis, le parrainage répond aussi. Et ça va être une bonne transition pour aller chez Google. Oui, le parrainage, c'est aussi quand même introduire un minimum de sélectivité dans les Sénégalais qui prétendent vouloir briguer les suffrages de leur concitoyens.
Parce qu'on ne peut pas tout de même se lever là, comme ça, et dire je suis candidat, avec tout ce que ça comporte comme inconvénient, comme effet pervers. Moundiaï, il reviendra. Ça me paraît être s'inscrire, en tout cas ce parrainage, dans ce que j'appellerais moi la perspective utilitaire de la modernisation de la politique. Voilà, juste quelques considérations. On aurait pu en évoquer bien d'autres. Aujourd'hui, moi, quand je regarde le jeu politique, tous les gens de la consulaire, voilà, une société à consensus bas, alors que le levier éducateur de la démocratie. Si vous regardez. C'est un esprit républicain, c'est de réflexion et de productivité. Quand nous pensons, et bien sûr, voilà. Monsieur Abdelhamid, on est connu pour je vous dis que ce noyau de quel cadre pour la réflexion en tant que de tenue au Sénégal, ce n'est ni pour le pouvoir ni pour l'opposition. Donc c'est un privilège qu'on a été distingué, voilà, d'être invité pour cette réunion, je dirais même conférence de presse, et pour se déroule bien, vraiment, et voilà, on s'en félicite. Ça, alors, sous la présidence de la justice, Gardez Alors, nous avons aussi d'autres panélistes, comme M. Moundiaï de l'ONG 3D, mais aussi M. Kamara Mayassi de la direction DPE. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'objet de la conférence? L'objet, alors, c'est juste une conférence inaugurale. Alors, pour nous permettre de faire notre premier pas. Mais cette conférence va être une institution. On va en faire une institution. Une chose que l'on va organiser chaque peut-être 2 ou 3 mois sous un thème bien choisi, parce que là, la conférence, on a comme thème la République et la démocratie, quelle voie de rénovation. Alors, on a commencé de 1960 à nos jours, mais aussi on a eu à parler d'autres sous-thèmes. Alors l'objet, c'est juste faire un premier pas, une conférence inaugurale, mais en faire aussi une institution. Voilà, et pérenniser, parce que le club aussi c'est une sorte de laboratoire, c'est un creuset de réflexion. Alors on va traiter des sujets que l'on va partager avec la République en général. D'accord, à la République générale, est-ce que vous pouvez aussi revenir sur l'outil vraiment du club dont vous parlez, parce que vous avez cité des hommes de tête. Donc quel sera l'objectif vraiment des activités du club pour le Sénégal, bien sûr? Alors,
Pour commencer, le club est apolitique. On ne fait pas de la politique. Alors, le club est en réalité un laboratoire. On va traiter des thèmes, on a des experts, alors on va choisir des thèmes qui intéressent le pays, les citoyens, tout le monde. Alors, on va les traiter, faire des rapports et les partager directement avec les décideurs, mais aussi publier avec les gouvernants. Vous comprenez? Alors, c'est un laboratoire, on travaille, après les résultats, on les partage avec les gouvernés et les gouvernants. D'accord. Et vous avez dit que le club est apolitique, et pourtant composé de politiciens. Pas tous. On a des politiciens. La Moi, majeure partie, personnellement, je ne fais pas de la politique. Lui aussi. On a Abdou Khafor Touré qui est coloré politiquement. D'accord. Mais nous entrons dans le club, il change de casquette. Et je pense que tout le monde, toutes les personnes qui le suivent du début jusqu'à maintenant, savent qu'il est en train de faire la différence, la part des choses. Chose qu'il réussit jusque-là. Donc voilà. Okay. Quel est l'impact qu'il peut apporter par rapport à la population à l'avenir? Alors,